Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Et nous nous retrouvons aujourd'hui avec la dernière de Un homme, ça ne pleure pas, de Feyzaguène. Donc vous connaissez bien Mourad aujourd'hui, vous connaissez bien son père, vous connaissez bien sa maman, le Kibda, vous connaissez bien Dounia, la parfaite intégrée à la démocratie française. Vous connaissez bien Mina, mariée, 3 enfants, qui aime bien faire le ménage et qui compte ranger toutes les cabanes du père. Et puis vous connaissez Miloud, le cousin, Liliane, celle qu'il a pêchée dans une piscine et qui habite le 8e arrondissement. Et puis là, c'est les retrouvailles de Mourad et de Dounia pour la seconde fois. C'est Dounia qui l'a invité à un dîner de luxe, on va dire. Après beaucoup d'hésitation, Mourad s'y est rendu et ça n'a pas raté. Il y a plein de choses qu'il ne comprenait pas. Alors continuons. Prête-moi ta plume. Les convives étaient des gens de la haute pour la plupart. Mais il y avait aussi le président d'une association de réinsertion de détenus et un jeune journaliste de presse écrite qui avait une forte odeur de transpiration. Ils avaient l'air aussi paumés que moi. Et encore, grâce aux nombreux dîners mondains qu'organisait Liliane, j'avais une petite longueur d'avance dans le tri des couteaux et des fourchettes. Tout le monde s'était présenté et c'était mon tour. J'ai dit « Je suis professeur de français dans un collège en zone d'éducation prioritaire à Montreuil. » Un peu comme si je justifiais ma présence. Un peu comme pour me donner de la contenance. À ma droite, une blonde boulotte que le trac faisait trembler a expliqué son job. J'ai compris qu'elle faisait vaguement de la sociologie, de l'ethnologie, de la statistique et publiait des essais dont le dernier s'intitulait « L'échec de l'assimilation ». Le jeune journaliste qui sentait des aisselles a fait une présentation brève. Il écrivait pour la rubrique « Éducation » d'un grand quotidien. C'est tout ce qu'il a dit en dehors de son nom. Il avait l'air de se préoccuper davantage de ce qu'il y avait dans son assiette. Si ma mère avait été à table avec nous, elle aurait dit « Hé, toi, doucement, on dirait que t'as jamais vu de nourriture de ta vie, espèce de mkheloua !» Eric Uhlenstrass plissait ses yeux bleus et se caressait le menton avec le pouce et l'index en écoutant ses invités. Parfois, il hochait la tête. Une assistante dont on voyait l'intérieur des narines lui traduisait simultanément tout en suédois. Tartois a pris la parole. Longtemps, très longtemps, assez longtemps pour fabriquer des litres et des litres de bave, assez de bave pour noyer un continent entier. Eric Uhlenstrass a demandé en anglais. D'après vous, l'intégration à la française va mal ? Il a répondu du tac au tac en prenant un air hyper concerné. Vous voulez que je vous dise ? Nous vivons une crise identitaire sans précédent. Ensuite, il a fait le tour de l'actu de ces 5 dernières années en 15 minutes. Il a parlé de difficultés d'acculturation pour certaines populations, des musulmans qui prient dans la rue, de la pauvreté du langage des banlieues, du voile à l'école,
du repli communautaire. Avec une aisance déconcertante, il a fait son cocktail comme Tom Cruise dans un vieux film du même nom. Dounia le regardait avec des yeux énamourés, en hochant la tête. J'ai repensé à ma première heure de cours avec ma classe de 6e 1. Je leur avais expliqué ce qu'était un cliché, et en écoutant Tartois le baveur faire son speech, j'ai pensé qu'après tout, ce n'était pas indispensable de le savoir pour réussir professionnellement. Je ne sais pas ce qui m'a pris alors. Je l'ai interrompu. Pour résumer votre pensée, Bernard, la France a un problème avec l'islam. Il a fait des yeux ronds et a avalé sa salive pour la première fois depuis août 1977. Il regardait tous les convives comme un gars pris en faute. Non, non, attention, je n'ai pas dit ça, ouh là là, c'est absolument pas ce que je dis. Simplement, je suis profondément attaché à la laïcité, et il faut reconnaître que pour certaines communautés, adopter le mode de vie français me paraît plus difficile que pour d'autres. Dans certaines situations, on voit bien qu'il y a des traditions et des pratiques qui paraissent complètement incompatibles avec notre République laïque. Il faut accepter cette réalité et ouvrir les yeux. Notre travail est de faire ce constat et de proposer des solutions. Incompatibles. Incompatibles. Comme ma sœur et toi, par exemple. Dounia ne s'est pas privée de prendre la défense de son bernichou d'amour. Sérieusement, faire ce constat, est-ce que ça fait de lui un islamophobe ou quelqu'un qui ne respecte pas les libertés individuelles? De quelle liberté on parle? Ah non, je t'en prie, c'est pas à moi que tu vas faire le coup. Je me bats pour la liberté des femmes, et en particulier celles qui sont prisonnières d'un système patriarcal archaïque qui n'a pas sa place dans ce pays. Par exemple, l'interdiction du voile à l'école me paraît totalement justifiée. Je ne peux même pas imaginer qu'on remette ça en question aujourd'hui. Même le journaliste, qui sentait dessous les bras, avait lâché sa fourchette pour suivre notre débat. Le ministre et l'ambassadeur avaient les yeux qui brillaient. Quant à la traductrice, elle redoublait d'efforts pour ne rien louper. Je me sentais chaud bouillant. C'est parce que tu as un problème personnel avec le voile. Absolument pas. J'ai un problème personnel avec tous ceux qui empêchent les femmes d'être libres. Mais c'est exactement ce que vous faites en interdisant le voile à l'école. On ne peut pas dire aux gens « soyez libres à notre manière ». Il n'y a qu'une seule façon d'être libre, c'est la nôtre. Je trouve que c'est absurde et que ça ne fonctionne pas. Ça crée du ressentiment, de l'injustice. Tu dis que tu défends les femmes, mais tu penses au nombre de filles qui ont quitté l'école à cause de cette loi. Elles ont tiré un trait sur toutes leurs ambitions, sur leur unique chance de sortir de ce système archaïque que tu prétends combattre. Bernard Tartois a croisé les bras en regardant en l'air. Il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit. Il s'agit de faire respecter les mêmes règles à tout le monde. Il s'agit d'empêcher qu'à cause du repli sur soi, de cette crise identitaire que l'on connaît, des Dounia ou des Mourad ne puissent pas se sentir français, s'épanouir et contribuer à l'enrichissement de ce pays. Ça veut dire quoi, des Dounia et des Mourad? Eh bien, si on met sa paranoïa de côté, c'est juste une façon de dire qu'on doit éviter le communautarisme à tout prix, que peu importe les origines sociales ou ethniques. Ben non, pas peu importe, puisque vous venez de les souligner là, devant tout le monde, nos origines en l'occurrence. Bon, Mourad, où tu vas en venir? C'est vrai, où est le problème? Je ne comprends pas ce qui est choquant là-dedans. Ce que je trouve choquant, c'est cette contradiction. Je veux dire, pour être français à part entière, il faudrait pouvoir nier une partie de son héritage, de son identité, de son histoire, ses croyances. Et même en admettant qu'on y arrive, on est
sans cesse ramené à ses origines. Alors, à quoi bon? Dounia fronçait les sourcils. Elle n'avait pas l'air de partager cet avis du tout. Quant à son Tartois, je l'avais contrarié. Il sécrétait de la bave ministérielle. Yves Michonneau, le type qui s'occupait de la réinsertion des détenus, est intervenu. Il m'était d'emblée sympathique, parce qu'il avait nettoyé la sauce qui restait dans son assiette avec de la mie de pain. Je vois tout à fait ce qu'il essaie de dire. Nous, à l'association, c'est exactement ce genre de choses qu'on entend. Les détenus se sentent constamment mis à l'écart. Et du coup, ils sont de moins en moins motivés, c'est le même principe, quoi. Ma sœur boudait. Le ministre beau gosse chuchotait des choses en suédois à l'ambassadeur. Je crois que notre échange le passionnait. Jusque-là, il avait sans doute pensé que son voyage à Paris ne servirait qu'à acheter de la lingerie et du parfum français à sa femme. Bernard Tartois a posé sa main sur mon bras. Son geste se voulait fraternel, mais je l'ai trouvé méprisant. Étais-je paranoïaque? Ce n'était absolument pas un jugement. Je trouve ça formidable d'aller au-delà des limites imposées par le clan. Tu vois, Dounia, c'est un modèle extraordinaire. Non seulement pour toi, mais pour tous les petits frères et les petites sœurs qui la regarderont et se diront « Elle me ressemble, elle est comme moi, je peux y arriver aussi. » J'ai souri et j'ai gentiment ôté la main de Tartois en prenant son poignet. « Bernard, vous connaissez les histoires de Babar, le roi des éléphants ?» Oui, quel rapport? Babar aura beau marcher sur deux pattes, porter des costumes 3 pièces, un nœud papillon, et rouler dans une voiture décapotable, ce sera toujours un éléphant. Il a eu un sourire en coin. Dounia pianotait nerveusement sur son BlackBerry. Elle envoyait un SMS sous la table. L'ambassadeur a alors demandé « Monsieur le ministre aimerait savoir s'il existe une traduction des aventures de Babar en suédois ou en anglais. » Jusqu'au café, je me suis tue. Tartois continuait de donner son avis sur tous les sujets dans une émulsion de crachats. Après le repas, Dounia m'a dit « Tu m'accompagnes dans la cour? Je vais fumer une cigarette. » J'ai fait oui de la tête et je l'ai suivie. Elle déambulait sur ses hauts talons, serrant son paquet de Philip Morris dans la main gauche et son BlackBerry dans la droite. Dans la cour intérieure, elle a pincé le filtre entre ses verres charnus pour allumer sa cigarette. La flamme du briquet s'éteignait sans cesse, alors je l'ai couverte pour la mettre à l'abri du vent. Elle a pu l'allumer enfin et a aspiré tellement fort que j'ai cru que c'est Dounia qui se consumerait tout entière. « C'est quoi ce numéro que tu m'as fait là ?»« Quel numéro ?»« Oh, s'il te plaît, ne me prends pas pour une conne. »« J'ai juste donné mon avis. » Non, t'as été hargneux. »« Pas du tout. J'étais pas d'accord avec ton mec. J'ai le droit ou pas? Tu peux admettre qu'il a dit des conneries quand même? Il a tout mélangé. Tu sais qu'il a géré toute cette histoire avec Alice Mcini, le jeune qui a tiré sur des élèves dans un lycée à Marseille. Tu te souviens de ce truc? C'était il y a à peine 2 ans. »« Oui, je me rappelle. Alors arrête de lui parler comme s'il n'était pas légitime. Il connaît parfaitement ces sujets-là. Lui, ce qu'il voit, ce sont des extrémistes, des jeunes sans repère. Certains même qui sortent de prison, font de mauvaises rencontres et prennent un billet pour l'Afghanistan. » Quel rapport entre la lutte antiterroriste et l'exclusion des filles voilées d'une école? Quel rapport entre Alice Mcini et toi? Tu crois que tu es un modèle pour des garçons dans son genre? Je ne prétends pas être modèle. Je pensais que tu ferais un effort pour apprendre à le connaître. T'as passé ton temps à le contredire. J'ai cru entendre maman. Je vais te dire. Le problème, c'est que tu as une revanche à prendre. J'ai rien à voir là-dedans. Maman, c'est maman, et moi, c'est moi. Je sais, j'ai compris. J'aurais pas dû dire ça. Mais bon, fais un effort, fais-le pour moi, sois gentil. Ça me tient à cœur. On a été séparés pendant 10 ans. Et là, tu veux aller plus vite que la musique.
C'est tout juste si tu me demandes pas d'être témoin à ton mariage. Tu ne peux pas m'obliger à m'entendre avec lui ou à partager vos opinions. J'ai jamais dit ça. Mais au moins, sois pas désagréable. J'étais tellement contente à l'idée de lui présenter un membre de ma famille. J'étais si désagréable que ça. Insolent même. Tu sais, Mourad, il faut que je te dise, j'ai eu un problème de santé un peu délicat l'an passé, qui a causé une stérilité. Maintenant, je peux plus avoir d'enfant. C'est quelque chose de vraiment douloureux pour moi. Ça fait mal dans la chair. J'ai le ventre creux. Il y a rien qui viendra jamais. Et Bernard, il est là, il m'épaule. Il m'aime et s'occupe de moi. Au moins pour ça, il mérite que tu lui donnes sa chance. De la fumée de Philip Morris lui sortait des narines. Elle a ajouté en tirant de nouveau sur sa cigarette. C'est sûrement con, mais je me dis souvent que maman a gagné, parce que je pense à elle sans arrêt, à ce qu'elle aurait fait ou dit. Et tu sais, il y a quelques années, il y a eu cette grossesse que je ne désirais pas, et c'était mon corps après tout. J'ai avorté, c'était pas le moment, j'en voulais pas. Pas de cette manière-là, tu vois. Et aujourd'hui, j'entends la voix de maman qui me ricane dans l'oreille. Tu es puni, tu paies pour ce que tu as fait. Elle a eu un geste de la main, genre « Laisse tomber, viens, on parle d'autre chose ». Je lui ai posé la main sur l'épaule, tandis qu'elle écrasait son mégot sous la pointe de son escarpin. Peut-être qu'elle adopterait des enfants asiatiques. Tartois ferait tout pour convaincre Dounia d'aller les chercher en Chine. Il lui donnerait des arguments économiques et géopolitiques indiscutables. Dounia m'a reparlé d'aller voir le padre. Illico presto, en tapotant sur son Blackberry, elle a réservé son billet. C'est quoi l'heure de ton vol, Mourad? Satisfaite, elle a dit « c'est fait ». Après ça, elle a eu besoin d'aller au WC, elle y est restée un petit moment, tout le monde l'a cherchée, l'ambassadeur, une directrice de cabinet et son Bernie Chou. Ma sœur est amoureuse de son Bernard, ça crève les yeux. Elle y voit trouble, mais moi, qui ai une vision de pilote de chasse, je peux dire que c'est un connard atypique. D'ailleurs, je me demande si le psy qu'elle voit 2 fois par semaine pense la même chose que moi, mais qui ne le lui dit pas à cause du devoir de réserve. Ce qui me gêne chez des types comme Tartois, c'est leur bienveillance louche, leur racisme non assumé, leur certitude enrobée dans un vocabulaire choisi avec soin, et ces confusions volontaires qui passent leur temps à semer. On verra bien ce que la rapportera la récolte. Je déteste cette conviction que ce qu'ils ont à t'apprendre vaut mieux que tout ce que tu sais déjà. Tartois serait du genre à dire à Babar. Certes, tu as des mocassins vernis et un nœud papillon, mais regarde-toi un peu dans une glace, gros tas. T'es un éléphant, mec, rien d'autre. T'as pas remarqué que tu traînes partout ta grosse trompe et qu'elle pèse dans les 100 kilos? On ne voit que ça. T'es rien d'autre qu'un éléphant. C'est comme ça que tu es venu au monde et c'est comme ça que tu vas crever. Prête-moi ta plume. Le fruit qui tombe de l'arbre. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Afin de me rendre la tâche plus simple, j'avais fait une petite fiche cartonnée pour chacun de mes élèves. J'y mentionnais les points forts et les points faibles dans 2 colonnes. Pour certains d'entre eux, il n'y avait rien, ni dans l'une, ni dans l'autre. Il faut bien admettre que certains élèves sont transparents, et que dans 2 ou 3 ans, je les aurais sûrement oubliés. J'avais le trac, comme à chaque première fois. J'étais installé dans ma salle, à mon bureau, et en attendant que les premiers parents arrivent, j'ai accroché 2 stylos par leur capuchon à la poche extérieure de ma veste. C'était un hommage, le plus bel hommage que je pouvais faire au padre. Les parents du jeune Murugan Urvashi, de ma classe de 4e 3, ont été les premiers à entrer. J'ai pensé à Madame Laurent, une prof de maths qui avait dit un jour Tu verras, les parents indiens donnent des noms à coucher dehors à leurs gosses
mais ils sont toujours à l'heure aux réunions. Monsieur et Madame Urvachi sont arrivés en souriant. Murugan, qui les dépassait d'une quinzaine de centimètres, les suivait de près. Il baissait la tête, honteux, malgré son 16,75 de moyenne générale. J'ai trouvé son attitude surprenante. Il paraissait gêné. Ses parents gigotaient du cou en m'écoutant de droite à gauche. Il faisait ça de manière extrêmement régulière, presque comme s'il suivait un métronome. C'était peut-être un tic. J'ai dit quelque chose du genre « Rassurez-vous, Murugan a de très bonnes notes en français, ça se passe bien. Il est très intelligent. » Ils ont continué à me regarder en souriant bêtement. Murugan est sorti de son silence, il m'a dit « Monsieur, mes parents, ils parlent pas bien français, mais ils comprennent un petit peu. » Je les ai regardés et j'ai fait ce geste débile du pouce comme pour dire super. Ça a fait son effet, ils ont ri un peu et semblaient soulagés. Murugan a traduit quelques bricoles dans leur langue. Ses parents étaient contents, ils ont ri encore. Ils étaient remplis de fierté. C'était joli à voir. Ils m'ont remercié chaleureusement en me serrant la main avant de quitter ma salle, satisfait. Je m'aidais de mes fiches cartonnées sur lesquelles étaient notés les mots-clés. Les parents défilaient plus ou moins impliqués, plus ou moins éreintés, après leur journée de boulot. La mère de Sylvestre Douville, les joues parsemées de taches de rousseur, s'inquiétait pour son fils unique. Il n'était pas si complexé par ses cheveux roux en CM2. Des petits noirs se moquent de lui dans sa classe. Alors il me dit « Maman, je veux être noir. Chez les noirs, il n'y a pas de roux. » J'ai fait remarquer à Madame Douville que Sylvestre était excellent en rédaction. Il n'avait peut-être pas beaucoup de copains, mais il avait une imagination débordante. Monsieur Rahim, dont le fils Saïd était un élève exemplaire, m'a dit en arabe « S'il fait des bêtises, tu le tapes, hein. Tu le tapes. Après, tu me le dis, et je le tape une deuxième fois. » Père de Jonathan Brief, quant à lui, était remonté. Il m'a engueulé. « Je veux que mon fils change de classe. Celle-là est nulle, et vous êtes en retard sur le programme. » Ensuite, il s'est gratté la nuque et il m'a demandé « D'abord, quel âge vous avez, vous? 21 ans ?» La maman de Esma et Sarah Zerdad tenaient ses filles par l'épaule, chacune d'un côté. La ressemblance était frappante. Elles avaient toutes les trois de grands yeux noirs et de longs cils. Les voir ainsi alignées, ça a fait remonter des images d'enfance, des images d'avant, que tout ne se brise. J'étais tellement enthousiaste que Madame Zerdad y croyait à peine. Elle embrassait les joues de ses filles, leur caressait les cheveux et souriait de toutes ses jolies dents. J'ai dit « Si je n'avais que des Esma et des Sarah dans mes classes, ce serait parfait. » Et puis j'ai ajouté « Vous pouvez être fiers. » Madame Zerdad a répondu en regardant de nouveau la mention « Félicitations » sur les bulletins. Je suis très fière de mes enfants. Grâce à Dieu. Puis en se tournant vers Sarah. Papa va sauter de joie quand on va lui montrer tout ça. Puis j'ai entendu des béquilles cogner lentement le sol. Mehdi Mazouani avait encore la figure couverte d'échymoses, des points de suture sur l'arcade sourcilière et la jambe gauche plâtrée. Il me regardait fixement en avançant vers mon bureau. Je lui ai dit « Ils t'ont pas raté, hein ?» Et il a répondu « Alors il s'est retourné et ne voyant personne le suivre, il a crié « Papa, papa, je suis là !» Un homme trapu avec des petits yeux noirs et une épaisse paire de sourcils en bataille est entré dans la classe. Il portait une petite sacoche en cuir sur laquelle il tapotait. Il y avait aussi une cigarette coincée derrière l'oreille, exactement comme Mehdi la première fois que je l'avais vu. Il m'a serré la main mollement, puis a tiré la chaise pour s'asseoir. Mehdi est resté debout, malgré mon insistance. Il a dit « Je suis pas fatigué, c'est bon, je peux rester debout. » Monsieur Mazouani clignait des yeux comme une biche. Je lui ai tendu le bulletin de Mehdi, qui n'était certes pas glorieux,
mais qui n'a pas pris la peine de regarder. Il s'est contenté de le plier en 4 et de le fourrer dans sa sacoche en cuir. Vous savez, monsieur Mazzouani, il faut qu'on discute sérieusement de l'avenir de Mehdi. Ce serait dommage qu'il gâche ses chances. Il faut réfléchir à quelque chose pour l'année prochaine. Monsieur, tu sais, mon garçon, je ne sais comment qu'il est. J'ai l'habitude qu'il casse ma tête. Moi, je suis dans le carnage. Il cherche toujours des jeunes pour plâtrer, chauffer, faire le clim, tout ça. Il donne le boulot, les patrons. Mais peut-être qu'il a envie de faire autre chose. Lui, il fait que les conneries encore. Il fume la drogue. Regardez, c'est moi que je l'ai cassé la gueule. Sa mère encore, elle pleure. Elle dit, il faut pas le taper. Mais lui, il comprend rien si on parle. Il n'est pas intelligent comme ses frères et ses sœurs. Lui, le dernier, c'est un accidenté. Il fait les conneries. À 15 ans, il est un homme. En Tunisie, 15 ans, c'est des hommes, ça y est, il faut trouver le boulot. Toute cette histoire de la bande de gars à maraîcher, Mehdi l'avait fabriquée de toutes pièces. C'était évidemment plus glorieux que de se prendre une rouste par un père qui te traite d'accident. En y repensant, le padre n'avait jamais levé la main sur aucun de nous. Même lorsqu'il était très en colère, il se contentait de dire des mots. De toute façon, l'école est obligatoire jusqu'à l'année prochaine. Même si je fais une autorisation. Même. Il va prendre rendez-vous avec la conseillère d'orientation et on réfléchira ensemble à ce qu'il va faire l'an dernier. D'accord, Mehdi? Blasé, Mehdi a seulement hoché la tête, mais ses yeux disaient évidemment « Je m'en bats les yeux. » J'avais rassemblé mes affaires et Miloud m'avait raccourci les cheveux à la tondeuse. Vraie coupe de blédard. Je lui ai demandé de m'enlever le petit nid d'oiseau qu'il avait laissé au-dessus, mais il a dit « Je connais pas, toi, c'est beau comme ça, c'est fashion. » Quel brave type ce Mario. Il avait fait des brioches à la rhubarbe spécialement pour que je les emporte à Nice. Un gars serviable, plein de petites attentions, et propre sur lui par-dessus le marché. J'étais à 2 doigts de lui dire « Mario, vous êtes une mère pour moi. » Est-ce qu'il l'aurait bien pris? Comme à l'aller, Miloud, mon cher cousin, m'a conduit à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, et comme à l'aller, j'ai allongé les jambes dans sa Mercedes classée, tandis qu'il mettait du rail, volume au maximum. Dans l'avion, encore des consignes de sécurité délivrées par une hôtesse de l'air ingénue. Dounia était plongée dans son BlackBerry. Son pouce flottant au-dessus des touches, elle lisait ses mails. Elle m'a dit « T'inquiète, je suis sur le mode avion. » Cette fois, mon voisin de siège était un retraité. Il dormait profondément, la bouche très grande ouverte, et le nez qui sifflait une mélodie. De profil, on voyait un maigre filet de bave, et dans son oreille, un appareil auditif qui s'en mêlait dans de longs poils blancs. Chaque fois que je vois des oreilles de vieux, je me dis « Des oreilles de cet âge-là, ça a dû entendre pas mal de conneries. » J'avais l'impression d'être en mission pour Scotland Yard. Notre avion atterrissait à 16h45, mais j'avais dit à ma mère que je n'arriverais à Nice qu'à 19h. J'ai pensé que ça me laisserait le temps d'aller à l'hôpital avec Dounia, de voir le padre, de revenir à l'aéroport avec ma valise et de prendre la mine du type qui vient d'atterrir. Fatigue, jet lag, tout ça. T'imagines s'il avait changé d'avis? Peut-être qu'il a plus envie de me voir. Arrête de dire n'importe quoi. J'ai le trac. Tranquille, te prends pas trop la tête. Ça va bien se passer. J'espère. Dounia, Oui? combien tu pèses? Qu'est-ce que c'est que cette question? Je sais pas, t'es maigre quand même. Ça se demande pas ce genre de choses, hein. C'est comme l'âge. Ok. Je voulais pas te vexer, désolé. T'as tes idées, toi? J'ai remarqué que Dounia avait picoré son plateau repas comme un moineau et qu'elle avait filé aux toilettes juste après. Et en y repensant, elle était passée aux toilettes le jour où nous avions déjeuné au Flore, et elle y était restée un bout de temps. Sur le coup,
J'avais mis ça sur le compte de la viande crue. Pareil à l'ambassade de Suède. Ça avait duré un moment. Je m'étais demandé... Et elle fait quoi, une micro-sieste? Est-ce que Dounia se fout les doigts dans la gorge? Ça me fait penser à ces reportages dans lesquels des filles décharnées, vides, épuisées, regardent leur assiette avec tristesse, en repoussant un morceau de tomate avec les dents de leur fourchette. Peut-être qu'elle se déteste, qu'elle a honte de son corps, qu'elle ne se voit pas telle qu'elle est, c'est-à-dire maigre. Voilà. Maintenant je regarde Dounia et je l'imagine en train de vomir. Prête-moi ta plume. La ligne d'arrivée. Prête-moi ta plume. Les sportifs me fascinent. La manière qu'ils ont d'aller au bout, de se dépasser, de repousser leurs limites. C'est toute une culture. Ces grandes compétitions retransmises à la télévision nationale, le tableau des records, le regard de l'athlète dans son ultime effort, la victoire et le gros plan sur la médaille d'or. Je suis nostalgique de ces moments virils que je partageais avec le padre devant le poste de télévision. Je me rappelle le visage de Nordin Morsli remportant de 1500 mètres au JO d'Atlanta. Ce jour-là, le padre a pleuré. J'en suis certain. Je suis sûr de l'avoir vu pleurer, même s'il a prétendu le contraire. Il a nié en bloc en reniflant. « Ça va pas la tête, j'ai une sinusite !» Le commentateur algérien, lui, n'avait pas honte de pleurer. Il criait. Oui, oui, Morsli, Morsli, titre olympique pour l'Algérie en 3 minutes 35 secondes et 75 centièmes. El Guerrouj, le Marocain, détenteur de la meilleure performance mondiale, était donné favori. Placé aux avant-postes de la course, le pauvre a fait une chute au dernier tour qui lui a été fatale. Sur Canal Algérie, ils ont passé la scène au ralenti plusieurs fois. Et aussi l'image où El Guerrouj s'effondre en pleurant. Ce moment, je ne l'oublierai jamais. Le visage de Nordin Morsli, son air incrédule alors qu'il reprenait son souffle, l'hymne national algérien résonnant dans le stade, la sinusite du padre et le drapeau qui flottait sur leurs épaules à tous les deux, l'un à Atlanta, l'autre dans son salon à Nice. Dounia a suggéré qu'on loue un véhicule à notre arrivée à l'aéroport. Chez Europcar, vous louez plus qu'une voiture. Qu'est-ce qu'il donne plus que les clés et le plein d'essence? L'employé a dit. Il ne me reste qu'une Twingo 3 portes, ça vous va? Dounia a répondu. C'est égal. Comme c'était joli. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'entendais quelqu'un dire dans la vraie vie. C'est égal. Nous n'avions qu'une dizaine de kilomètres à parcourir. Dounia conduisait si nerveusement que ça faisait des à-coups. L'arrière de mon crâne se cognait contre l'appui-tête, tandis que les mains osseuses de ma sœur serraient le volant. Elle a dit « Il y a une taille que j'ai pas conduit. À Paris, je suis tout le temps en taxi. » Au détour d'une rue qui surplombait la ville, on a aperçu un morceau de Méditerranée. J'ai pensé à Mehdi Mazouani et je me suis dit que grandir au bord de la mer, c'est quand même une chance. À l'heure qu'il était, ma mère devait être en train de préparer un dîner gargantuesque. La table déborderait de nourriture, il y aurait au minimum du pain motlour, du jus d'avocat, des poivrons grillés, de la salade, des aubergines frites, de l'agneau en sauce avec des pruneaux et des amandes, du poulet au safran à la broche et des pommes de terre sautées. Et après m'avoir vu m'empiffrer à m'en boucher les artères, elle me dirait tout de même vexée. « T'as rien mangé, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? T'as la fièvre? » Mina, une maniaque, aurait nettoyé la maison, désinfecté les toilettes et passé la serpillière partout. Une odeur d'eau de Javel et de Saint-Marc, citron, me chatouillerait les narines en passant la porte d'entrée. Les enfants auraient grandi un peu, ils me sauteraient dessus en criant « Tonton,
Tonton, t'es revenu! Sur le mur du salon, je regarderai avec émotion nos diplômes encadrés avec fierté par le padre. La maison m'a manqué. Pendant ce temps, Dounia serait seule dans son petit appartement niçois avec balcon. Elle enchaînerait les cigarettes, gonflant son ventre vide de fumée et checkant ses mails en attendant le coup de fil de Tartois, occupé avec ses copains de l'Assemblée. Lorsque nous sommes arrivés dans le service de réadaptation physique, Dounia m'a dit « J'hallucine, j'ai les genoux qui tremblent. » Dans la chambre, le padre était de dos, face à la fenêtre, et regardait tomber les premières gouttes de pluie de la journée. Le padre a toujours aimé la pluie. Il allait respirer l'odeur de la terre mouillée dans son jardin chaque fois qu'il pleuvait. Les volets étaient mi-clos, et son voisin de chambre était un monsieur âgé, un Indien, qui nous regardait fixement, immobile. Dans sa blouse d'hôpital, le padre avait les épaules voûtées, et il m'a semblé que ses tempes avaient blanchi davantage. Dounia a mis ses deux mains sur sa bouche comme si elle s'empêchait de hurler. Ses yeux débordaient de larmes. J'ai pensé à un fleuve, après une crue inhabituelle. J'ai dit « Papa !» Il s'est retourné lentement et les roues du fauteuil ont cuiné sur le lino vert. J'ai foncé l'embrasser sur les joues et sur le front. Il a dit doucement « Ça va, mon garçon ?» Ensuite, en me montrant un prospectus sur la table de chevet, il a ajouté « Je t'attendais pour me lire ce papier avec l'accent de journaliste. » Dounia, qui se cachait presque derrière moi, lui a posé la main sur l'épaule. Elle était toute tremblante, les joues pleines du sel de ses larmes, une tristesse archivée quelque part à l'intérieur d'elle depuis plus de 10 ans. Après quelques secondes, le padre l'a enfin reconnu. Il a eu cette expression de joie et d'incompréhension mêlée, tout comme Nordin Morsli en 1996 à la ligne d'arrivée. Sa figure s'est déformée, alors il s'est mis à pleurer, mettant sa pudeur de côté, libérant ses sentiments profonds, allant pour une fois contre son commandement fondamental. Un homme, ça ne pleure pas. Son front était complètement plissé. Il pleurait dans le thorax de sa fille, le visage coincé entre ses os. La maladie, la mort, la gravité de la vie font oublier les rancœurs, temporairement. Quelques minutes plus tard, le padre, comme obsédé, regardait sur la table de chevet de son voisin de chambre. Il nous montrait du doigt une petite statuette. « Dites-lui qu'il l'enlève. Je veux qu'il enlève ça de là. » Le vieil Indien s'est mis à grimacer en hurlant. Il a attrapé sa statuette et l'a serrée contre sa poitrine. « Ça Ganesh, pas touché, ça Ganesh !» Le padre avait l'air furieux. Il a dit à Dounia « Attends qu'il s'endorme. Je vais la prendre, sa statue de malheur, et je vais la briser contre le mur. » Dounia, lui caressant la main, a répondu « Ne te fâche pas, papa. Peut-être qu'il en a besoin. » Le padre a secoué la tête contrariée. « Besoin d'une statue, pourquoi faire, hein? À cause de son éléphant, les anges ne vont pas entrer dans ma chambre. C'est pour ça qu'il a les yeux grands ouverts, ce Hindi. Tous ses vaisseaux sanguins ont éclaté, regarde-le. Il dort pas depuis 2 jours, parce qu'il sait que je vais la casser, sa statue. » Le vieil Indien continuait de serrer son Ganesh contre son cœur, les yeux exorbités. De nouveau, il a crié « Oh, ça Ganesh, pas touché !» en faisant un mouvement avec son cou de droite à gauche d'une manière extrêmement régulière, exactement comme les parents du petit Murugan Urvashi quelques jours plus tôt. Tout ce vacarme avait ameuté le service au grand complet. Une jeune infirmière est entrée dans la chambre, blasée, une main posée sur la hanche. Bonjour messieurs, bonjour madame.
Ben alors, qu'est-ce qui va pas, monsieur Chenoun? C'est lui qui a commencé, Lando, c'est lui qui a commencé. Oh, Lando, il a un nom, je vous l'ai déjà dit. Il parle peut-être pas français, mais il entend très bien. Il s'appelle monsieur Ishana. Le vieil Indien, en entendant son nom, a exorbité ses yeux davantage. Je veux pas connaître son nom, je m'en fiche pas mal de son nom. Pourquoi vous vous disputez comme ça? Je croyais que ça vous ferait plaisir d'avoir un copain de chambre. J'ai pas besoin de copains. Le vieil Indien a embrassé sa statuette de Ganesh en regardant mon père les yeux injectés de sang. Tu l'as vu, Morada? Tu l'as vu? Il a fait exprès. Allié du démon, il me cherche. Attends que je me mette à remarcher, je te ferai la peau, Lando. Le padre était comme un enfant. Dunia semblait bouleversée mais heureuse de le revoir. Elle m'a dit « Je pensais pas que c'était à ce point. » Le padre a dit en la regardant « Ah, voilà, tu es revenu. Je peux mourir tranquille. » Elle a caressé son bras mort sans pouvoir répondre. Elle a murmuré « Pardon, papa. » Prête-moi ta plume. L'ultime destination. Prête-moi ta plume. Une pluie fraîche s'était mise à tomber. Il y avait cette bonne odeur de terre mouillée, une atmosphère humide et un silence étonnant. L'eau tombait sur nos têtes, alourdissant les branches des oliviers et emmenant avec elle les déchets de la ville le long des rigoles. Tout autour de nous annonçait un recommencement. Lorsque je me suis retournée, quelques mètres derrière Mina, ma mère et mes tantes, j'ai vu Dunia sécher ses larmes dans son foulard. Sa djellaba trop longue traînait dans la boue. Ma mère lui a tendu la main et l'a tirée vers elle, affectueusement. Oui, la maladie, la mort, la gravité de la vie font oublier les rancœurs, temporairement. À notre arrivée, l'une des sœurs du padre pleurait si fort qu'elle a fini par s'en mordre la main. Entre deux sanglots, elle a crié « Vous nous le ramenez dans une boîte. Vous nous le rendez couché dans une boîte. » Si on ne l'avait pas retenue, elle se serait jetée sur le cercueil. Les femmes ne nous ont pas suivis pour la mise en terre. Elles se sont engouffrées dans la maison, il m'a semblé apercevoir des millions de silhouettes qui se consolaient mutuellement. Quant à nous, les hommes, nous nous sommes dirigés vers le cimetière, l'air grave. À l'avant du cortège, le cercueil porté par des volontaires. Nous le suivions, et nous serons les suivants. Oui, la même idée nous obsède tous. Le cimetière, c'est là notre ultime destination. Les nuages gonflaient à vue d'œil, dans des nuances infinies de gris. Je n'avais jamais vu le ciel algérien en dehors de l'été. Un vendeur ambulant courait en poussant sa brouette en bois, sur laquelle il avait aligné ses sardines, pêchées le matin même à Bénissaf. Il a croisé notre procession et a cessé de courir sur quelques mètres par respect. Il y avait bien 200 personnes dans le cortège, et toutes marchaient la tête baissée, comme si la lourdeur du ciel leur affaissait la nuque. On ne croirait pas comme ça, mais les nuages pèsent des tonnes. Évidemment, je regardais les paires de chaussures des uns et des autres, et si on compte à l'unité, ça en faisait au moins 400. On est fils de cordonnier, ou on ne l'est pas. Les gens me disaient « Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournons. » La moitié d'entre eux, je ne les connaissais pas, mais peu importe. À la mosquée de Nice, la veille du départ, des tas d'inconnus étaient venus prier sur le padre avec moi. Et cela faisait d'eux mes frères, moi qui n'en ai pas eu. Son corps étendu dans le cercueil était un rappel pour nous tous, pour moi son fils, comme pour ces hommes qui serraient les rangs de la prière funéraire.
Un jour, ce serait notre tour d'être allongés dans un cercueil, inévitablement. À la chambre mortuaire, en embrassant son front glacial, j'avais pensé que le padre quittait simplement la prison qu'est ce bas monde, un peu avant nous autres, et qu'un jour on se retrouverait, si Dieu le veut. J'ai trouvé son visage lumineux après le lavage rituel. On l'avait enduit de musc, et on avait mis des pétales de rose dans son cercueil. Dans son linceul, il avait l'air d'un prince. Chaque seconde, je pensais me retourner et l'apercevoir dans la foule, entourant la tombe du mort, un mort qui ne serait pas lui. Le mort, ce serait quelqu'un d'autre, quelqu'un dont la disparition nous rendrait un peu tristes sans plus. En tout cas, ça ne ferait pas si mal que ça. Un infarctus du myocarde, en pleine nuit, vers 3 heures du matin. L'annonce maladroite d'un infirmier au téléphone. Mes larmes qui coulent sur l'écran tactile de mon téléphone. Des torrents de larmes. Et la question que je me pose inévitablement. Mais pourquoi un homme, ça ne pleure pas? Il est parti sans que j'aie eu le temps de le lui demander. J'ai reçu des messages de condoléances de Liliane, Miloud et même d'Hélène, et je n'en avais rien à faire de la compassion des autres, ça me paraissait inutile. Si je devais dire une dernière chose à son sujet, je le ferais avec un accent de journaliste. Le padre était peut-être illettré, mais il savait me lire mieux que personne. Désormais, il nous faut repartir de zéro. Mais c'est toujours la même rengaine. Personne ne repart jamais de zéro. Pas même les Arabes qui l'ont pourtant inventé, comme disait le padre. Je vous quitte sur cette fin bien triste, en espérant vous retrouver bientôt pour un autre livre et d'autres lectures. Merci de nous avoir accompagnés, merci de nous avoir encouragés. Bonsoir et bonne nuit. Rachida Monsef, prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani.